Bonjour, salam alaikum. Le traitement de l'affaire autour de Tariq Ramadan est quelque chose de révoltant et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi. Je tiens d'abord à préciser que depuis le début de l'histoire, j'ai préféré garder le silence, précisément pour ne pas être tributaire du tourbillon médiatique. Mais aujourd'hui, les faits sont très graves et après avoir étudié le sujet avec attention, voilà ce que je peux affirmer. Il y a deux problèmes majeurs à identifier. Le déroulé de l'enquête préliminaire d'abord et le traitement médiatique ensuite. Je vais les aborder un par un et sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo provient des médias de référence dans la presse française ou des blogs d'avocats reconnus. D'abord, en ce qui concerne l'enquête judiciaire, commençons par un résumé. Le professeur Tariq Ramadan est aujourd'hui accusé en France de viol par deux femmes, dont l'un aurait des circonstances aggravantes puisqu'il aurait été commis contre une personne vulnérable. Révélé par la presse au mois d'octobre, les plaintes déposées par les victimes présumées ont donné lieu à une enquête. D'après les médias, cette enquête a été menée méthodiquement et sans laisser échapper la moindre information par les enquêteurs du 2e district de la police judiciaire pendant 3 mois. Au terme de cette première investigation, les enquêteurs ont décidé de mettre le théologien en garde à vue et de le confronter à ses accusatrices. La seconde, du nom de Christelle, a accepté la confrontation. Mais la première, du nom de Ndayari, l'a refusée. Au terme de cette garde à vue de plusieurs jours, Tariq Ramadan a été déféré au parquet puis incarcéré à la prison de Fleuron-Mérogis. Depuis vendredi 2 février, il est donc placé en détention à l'isolement dans un quartier haute sécurité, sans possibilité de voir sa famille ou de communiquer avec elle. D'après les informations recueillies auprès de son avocat, il serait sous le choc, avec un état de santé qui se dégrade dangereusement. Tariq Ramadan souffre notamment d'une sclérose en plaques pour laquelle il doit subir un lourd traitement médical. Hier, il a même dû se rendre à son appel de la détention provisoire en ambulance. Sur le déroulé de l'enquête préliminaire, donc, on relève un certain nombre d'incohérences, d'incertitudes ou de zones d'ombre. D'abord, comment cela se fait-il qu'un billet d'avion que Tariq Ramadan a apporté au dossier pour permettre de dater l'heure de son arrivée à Lyon n'ait pas été pris en compte? En effet, Christelle, la deuxième plaignante, affirme que Tariq Ramadan l'aurait violée dans une chambre de l'hôtel Hilton de Lyon l'après-midi du 9 octobre 2009. Or, Tariq Ramadan a apporté au dossier un billet d'avion prouvant qu'il n'a atterri à l'aéroport de Lyon qu'à 18h35. Dans ces conditions, comment Tariq Ramadan se serait rendu coupable de viol dans l'après-midi alors qu'il n'a pu être à l'hôtel que dans la soirée? Alors, une réservation d'avion, effectivement, qui le ferait arriver à Lyon, à l'aéroport de Saint-Exupéry, à 18h35. Donc l'hôtel Hilton est à une demi-heure à peu près en trajet. Oui. Et Christelle dit avoir été violée dans l'après-midi. Comme l'affirme le Parisien, ce document qui fragilise considérablement les déclarations de la plaignante n'a pas été pris en considération, car vous savez pourquoi? Parce qu'elle a momentanément été égarée. Oui, vous écoutez bien, cette preuve n'a pas été retenue par les enquêteurs car elle a été perdue alors même qu'on nous disait que ces derniers avaient méthodiquement épluché tous les éléments de l'affaire. Comment peut-on perdre un document aussi important et ne pas le prendre en compte dans une décision qui va conduire à priver de liberté un homme et le retrouver quelques temps plus tard sans lui donner plus d'importance que cela? Troublés par cet épisode, les avocats de Tariq Ramadan ont envoyé un courrier à la garde des Sceaux pour demander la saisine de l'inspection générale de la justice. Deuxième élément troublant, on sait que Christelle a été en contact dès 2009 avec deux personnages qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas totalement neutres. Pour le premier, il s'agit de Caroline Forest, dont tout le monde sait qu'elle est une habituée des procédés manipulatoires. Coutumière du mensonge, rappelons que Caroline Forest a même déjà été condamnée pour diffamation par la justice de notre pays. Quand on sait la version de Forest pour Tariq Ramadan, contre lequel elle a écrit un pamphlet truffé d'erreurs, sa connivence avec Christelle ne peut qu'interpeller. En outre, cette même Christelle avait dès 2009 été mise en relation avec un juge via un autre contact du nom d'Antoine Sfer. Or cet homme, Antoine Sfer, issu de l'extrême droite libanaise et ancien propagandiste du régime dictatorial de Ben Ali, est pour le moins, lui aussi, très loin d'être impartial. Depuis des années, il cultive une animosité hargneuse envers Tariq Ramadan. Ces attaques ont tellement été répétées et infondées que des juges ont, au cours d'un procès, reconnu qu'il tenait des propos diffamatoires envers le théologien suisse. Dans ces conditions qui jettent le trouble, sur de potentielles collusions, les avocats de Tariq Ramadan ont porté plainte pour subordination de témoins. Troisième zone d'ombre. L'autre plaignante, Ndayari, dit avoir été victime d'un viol commis par Tariq Ramadan en avril 2012.
Or, les avocats de l'islamologue ont apporté la preuve que cette plaignante aurait écrit pas moins de 280 messages à son adresse au cours de l'été 2014. Comment peut-on comprendre qu'une femme qui accuse un homme de l'avoir violée revienne 2 ans plus tard vers lui jusqu'à l'harceler de messages pour rétablir une relation? Harcèlement dont elle semble avoir l'habitude puisqu'on a appris qu'un fonctionnaire assermenté a transmis à la justice fin novembre un document important. Que dit ce document? Que Madame Ayari aurait menacé le fonctionnaire d'une plainte pour viol après qu'il ait refusé les avances explicites de sa part. Elle l'aurait en plus harcelé pendant des jours en lui faisant du chantage. C'est sans doute du fait de l'accumulation de ces éléments troublants que Hind Ayari a refusé de se confronter à Tariq Ramadan pendant la garde à vue. Ce refus tranche avec la posture du théologien qui s'est rendu de son plein gré à sa convocation et qui clame son innocence depuis le départ. On résume donc, voici un homme qui croupit aujourd'hui en prison, dont on a mis de côté un alibi qui discréditerait une de ses accusatrices, cette même accusatrice qui est une connaissance de longue date des adversaires les plus acharnés de Tariq Ramadan. Vous avouerez que c'est légèrement suspect. Du coup, comment comprendre que Tariq Ramadan ait été mis en détention provisoire, surtout quand on sait que c'est pas un, mais 3 juges d'instruction qui sont impliqués dans le dossier? La réponse, on la trouve en partie dans ces 2 articles remarquablement rédigés par maître Régis de Castelnau, avocat spécialiste sur son blog. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que l'enquête préliminaire, dont j'évoquais tout à l'heure les éléments douteux, a été, je cite, particulièrement en charge, car, tenez-vous bien, et c'est un point du droit que je ne connaissais pas, elle n'est pas tenue d'être menée de manière objective et impartiale. De plus, le dossier contient, je cite, des contradictions dans les dépositions des plaignantes. Et le pire, c'est que ces contradictions n'ont pas pu être relevées par les avocats de Tariq Ramadan, car, tenez-vous bien, ils n'avaient pas accès au dossier. Tout ceci fait que, toujours d'après l'auteur de l'article, le dossier est pour l'instant boiteux, ce qui fait beaucoup à la longue. Et la question que l'on peut légitimement se poser est donc la suivante. Si le dossier est si mal barré, qu'est-ce qui a motivé les juges pour placer Tariq Ramadan en détention? Eh bien, tenez-vous bien, cette mesure maximaliste a apparemment été prise pour, je cite encore l'article, empêcher des pressions sur de futures plaignantes. Or, toujours d'après maître Castelnau, cette justification n'apparaît pas dans l'article 144 du Code de procédure pénale qui donne les critères d'une mise en détention dans un cas pareil. Alors, que déduire? C'est là où le bas blesse, et c'est là que nous sommes manifestement dans une position extrêmement sévère, pour ne pas dire plus, de la part des juges qui ont peut-être eu d'autres préoccupations à l'esprit que le respect élémentaire des droits de la défense. D'autant que, et là j'arrive à ma deuxième partie, le traitement médiatique de cette affaire a eu quelque chose d'absolument répugnant. Certains médias et pas mal d'intellectuels s'en sont donnés à cœur joie, multipliant les propos malhonnêtes et orduriers. Parmi ce qui a été écrit ou dit dans certains médias, reprenons les principales fake news. D'abord, certains ont dit que si Ramadan était en détention, c'est pour s'assurer qu'il ne s'enfuirait pas à l'étranger du fait de sa possession d'un double passeport suisse et égyptien. Il faut rappeler que Ramadan possède des passeports suisses et égyptiens, suisses et égyptiens. Il a des relais et des soutiens un peu partout dans le monde. Or, c'est totalement faux. D'après sa famille, Tariq Ramadan n'a jamais eu de passeport égyptien et d'ailleurs, s'il en avait un, il est interdit de territoire en territoire égyptien parce qu'il a toujours condamné les méfaits de la dictature égyptienne, hier celle de Moubarak, aujourd'hui celle du régime d'Abdel Fattah el-Sisi. De plus, on voit mal comment Ramadan fuirait la justice française, lui qui s'est rendu librement à la convocation de la police et a fait preuve depuis le départ d'une collaboration sans faille avec les différents services. Deuxième fake, certains ont relaté le fait que le Qatar aurait lâché Ramadan. Cette information renforcerait la thèse de son isolement croissant, ce qui serait en soi un indice de sa culpabilité ou du moins de son infréquentabilité. Or là aussi, c'est faux d'après la famille qui réside là-bas et pour connaître un petit peu ce pays, je peux vous dire qu'avec les contacts que j'ai, cela relève de la désinformation. Sur ce sujet, je voudrais d'ailleurs vous faire une recommandation. De grâce, faites attention aux médias que vous lisez ou que vous écoutez. L'article qui a sorti ce fake que Ramadan ne serait plus le bienvenu au Qatar a été rédigé par un certain Yann Hamel dans l'édition du Point du 29 janvier dernier. Or, savez-vous qui est Yann Hamel? C'est un homme qui est un adversaire acharné de Tariq Ramadan depuis plus de 10 ans. En 2007, il a rédigé une biographie non autorisée de Tariq Ramadan truffé d'erreurs factuelles, et le voilà aujourd'hui en campagne pour détruire la réputation de son adversaire. Cet homme, Yann Hamel, est tellement aveuglé par la haine de Ramadan que, écoutez bien, il est prêt à interviewer n'importe quel guignol du moment qu'il vomit sur Ramadan. La dernière personne en date qu'il a interviewée est Lucia Canovi, qui, pour vous donner une idée du niveau du personnage, affirme que Ramadan est un violeur d'enfants, sataniste assoiffé de sang. Rien que ça.
Vous imaginez à quel niveau de bassesse certains sont prêts à descendre pour régler leur compte avec le professeur Ramadan? C'est totalement méprisable et le point devrait avoir honte d'employer une telle personne qui n'est pas un journaliste mais qui est un militant. Méfiez-vous d'ailleurs de tous ces sites qui relaient ces salades, soit par volonté de prendre une revanche sur Ramadan, soit parce qu'en sortant une information croustillante que peu de gens iront vérifier, leur permettra de faire le buzz en monétisant leurs clics sur le marché du net. Croyez-moi qu'il y a un envers du décor scandaleux dans cette affaire Ramadan, car certains s'en donnent à cœur joie, que ce soit chez des journalistes ou hommes politiques, ou même à l'intérieur de la soi-disant communauté musulmane. Je crois même que je ferai d'autres vidéos pour vous dévoiler certaines vérités sur certains acteurs qui profitent de la chute de Ramadan pour se faire bien voir des élites, posture aussi minable qu'indigne quand il s'agit de tirer sur son frère pour espérer quelques miettes de reconnaissance. En parlant d'hommes politiques et de médias, j'en arrive à ce traitement médiatique qui est insupportable. Nous sommes d'ailleurs des milliers de personnes, ou plutôt des millions, qui sont plus que choqués de voir cette dualité de traitement entre Tariq Ramadan d'un côté et les autres personnalités accusées des mêmes faits, mais pour qui la présomption d'innocence s'applique. Parmi beaucoup d'autres, je prendrai juste le cas de Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est accusé de viol. Il reçoit le soutien des membres du gouvernement et de la majorité. Reçoit-il le vôtre ? Oui, mais d'abord parce qu'il y a la présomption d'innocence. Lui aussi est accusé de viol par une femme, mais lui par contre n'est pas incarcéré dans un quartier haute sécurité. Il est même ovationné par l'Assemblée. Devant ce spectacle affligeant, du deux poids deux mesures, devant cette image invraisemblable d'élus qui applaudissent un homme accusé de viol dans l'une des enceintes les plus respectables de notre République, le site Arrêt sur Image a eu ce commentaire remarquable. On aurait vu cette image, cette seule image, au Parlement turc, turkmène ou tchétchène, la cause serait entendue. Des barbares, des arriérés. Que dire quand cela se passe au Palais Bourbon? Très bien qu'on lui applique l'un des principes centraux de notre droit qui veut que toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Mais pourquoi l'appliquer chez les uns et l'ignorer chez les autres? Pourquoi en priver Tariq Ramadan? Laissez-moi vous dire que c'est peut-être parce que ce qui vous motive n'est pas tellement les droits des femmes, mais plutôt la volonté de détruire la pensée d'un homme. Qu'est-ce qui fait que Tariq Ramadan écope d'une détention provisoire particulièrement lourde quand des personnalités publiques comme Gérald Darmanin, Georges Tron, Denis Baupin ou Gilbert Cuzeau, qui ont tous été accusés par des femmes de viol ou d'agression sexuelle, restent eux en liberté? De plus, comment expliquer que dès les débuts de l'affaire, ce qui a motivé bon nombre de responsables politiques n'est pas tant l'affaire en elle-même que l'occasion de disqualifier les pensées de Tariq Ramadan en l'accusant des pires turpitudes? Qu'il tombe d'une certaine manière aux yeux de certains qui l'admiraient sur ses idées, ce qu'il représentait il y a quelques années, c'est-à-dire d'abord... Donc vous faites la différence, c'est important. D'abord sur son antisémitisme. Une influence sur les jeunes, croyants ou pas croyants, et des jeunes qu'il a souvent contribué à radicaliser. Le double discours, c'est-à-dire sur la schizophrénie, le mensonge permanent que cet individu, en tout cas, a porté sur le plan politique. Finalement, ces hommes sont en train d'exploiter la souffrance des femmes pour régler leur compte. Ce qui les motive n'est pas la cause des femmes, mais l'obsession d'exécuter publiquement un homme dont la pensée les a toujours dérangés. Cette instrumentalisation de la cause des femmes est moralement ignoble. On se tait quand les femmes sont victimes de viols présumés, quand ils seraient commis par des puissants, mais on s'acharne quand ils seraient commis par des intellectuels musulmans. Des intellectuels musulmans dont l'islam qu'ils prônent est un islam mobilisateur, émancipateur, contributif, un islam de la dignité, et non pas un islam de la soumission, un islam courbé qu'on nous sert à longueur de télévision. C'est ça qui vous dérange en très grande partie chez Tariq Ramadan. Sachez que ce deux poids deux mesures ne fait que nourrir chez beaucoup de gens une frustration qui renforce le discrédit du système politique et médiatique. Je ne suis pas du tout fan de la théorie du complot et il était déplorable d'ailleurs que certains aient agité la thèse du complot sioniste au début de l'affaire pour protéger Tariq Ramadan. C'était une aberration. Mais la manière dont certains vont utiliser cette affaire pour abattre la pensée d'un homme et combattre tous ceux qui l'auraient côtoyé, d'Edwy Plenel à Alain Grèche, tout en restant silencieux sur les affaires Darmanin ou Aziza, ne font qu'alimenter la vision d'un entre-soi de puissants qui se protègent mutuellement au gré de leurs intérêts. Et ensuite, vous vous lamentez du désaveu de l'élite politique et médiatique et que 8 Français sur 10 croient en des théories du complot alors que vous faites tout pour les entretenir. Eh bien, sachez que cette lapidation médiatique et politique ne va pas rester sans réponse et qu'il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à se battre pour défendre non pas les agissements d'un homme, ça c'est la justice qui tranchera, mais les principes d'égalité de traitement et les bases élémentaires de l'état de droit. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. Effectivement, je suis de ceux qui ont côtoyé Tariq Ramadan par le passé, et il a contribué à me former. Ça, je ne le renierai jamais.
Mais pour plein de raisons, je m'en étais écarté depuis des années et la presse s'en était d'ailleurs fait l'écho. Mais ça ne m'empêche pas de rester lucide et de voir que derrière le lynchage dont il est victime se cache une entreprise de destruction de la pensée d'un homme bien éloigné de l'impératif de défense des droits des femmes. Une défense du droit des femmes que certains mènent à géométrie variable tout en se permettant de donner des leçons aux autres. Pour toutes ces raisons, je m'associe à la famille de Tariq Ramadan dans la campagne Free Tariq. Je vous invite à signer la pétition qu'elle a lancée. Je vous invite aussi à diffuser cette vidéo et d'agir dans tous les réseaux pour demander un procès juste et équitable. Tariq Ramadan doit être respecté dans ses droits, comme les victimes présumées doivent être respectées dans leurs droits. Ces victimes présumées, dont je ne sais pas si elles se rendent compte combien leur plainte a été instrumentalisée, on ne peut en aucun cas souscrire au déferlement d'insultes et de menaces dont elles ont été la cible. Ces dérives sont impardonnables et il faut garder des positions de principe fermes et droits, respect pour tous et que la présomption d'innocence, ici comme ailleurs, ne se transforme jamais en présomption de culpabilité.